Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Vous suivez les programmes de Studio Tamani sur 75 radios et 3 télévisions à travers le Mali. Bonsoir à tous et bienvenue à ce forum de la presse. Au menu, nous parlerons de la prolongation de l'état d'urgence. Nous parlerons également de vol d'armes à Kati par un militaire. Au centre du Mali, nous parlerons d'insécurité et de vol de bétail ainsi que la grève des banques qui est en cours. Et si le temps nous le permet, nous parlerons également de corruption. Nos invités, 3 journalistes, Maman Sissé du groupe Renouveau, Youssouf Sissoko de Info 7 et Amadou Oumar Diallo, journaliste. Je suis Mouhamadou Touré, bienvenue à tous. Le Grand Dialogue. Le premier sujet de ce forum de la presse, la prolongation de l'état d'urgence, une nouvelle fois, et qui passe pratiquement inaperçue selon certains observateurs et d'autres qui s'interrogent même sur l'utilité de cet état d'urgence. Alors, monsieur Amadou Oumar Diallo, que pensez-vous de cette nouvelle prolongation de l'état d'urgence au Mali ? Je profite de votre micro pour saluer les auditeurs et auditrices. Et surtout ceux qui nous regardent aussi sur les médias sociaux. Donc, je les salue tous. Et pour répondre à votre question, je dis la prolongation de l'état d'urgence, moi, je dirais ce n'est pas fait pour les Bamakois. Comme c'est sur l'ensemble du territoire, alors les zones qui sont en première ligne de l'insécurité, et ils savent, les populations de ces zones-là savent de quoi il s'agit. Sinon, à Bamako, si on doit faire l'état d'urgence pour Bamako, là, vraiment, ça laisse à désirer. Parce que, et moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que le président de CCA, j'ai oublié son Ansura Touman, qui dit lors d'un débat que quand tu viens à Bamako, on ne sent même pas que le Mali vit une crise. Et pourtant, on vit une crise. Et si dans nos quotidiens, les Bamakois, en tout cas les citadins, ne s'en rendent pas compte, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et si la situation perdure jusqu'à ce jour, c'est parce que d'autres parties du pays ne se sentent pas concernés par la situation. Alors que si tout le monde avait le même niveau d'engagement, le même degré de combativité, parce que le combat n'est pas que militaire, le combat peut être intellectuel, peut être économique, peut être social. Si tout le monde était engagé au même niveau de combativité, je crois qu'on aurait réglé cette affaire depuis. Mais c'est dommage qu'à Bamako, les gens ne s'en rendent pas compte que vraiment le pays vit un moment très difficile. Et puis le plus écœurant, c'est de voir encore souvent dans les cortèges de mariage, des jeunes militaires, des jeunes gendarmes, des jeunes policiers faire la Java comme si il ne se passait rien au Mali. D'accord. Et ça, c'est vraiment écœurant. Maman Sissé, avez-vous constaté l'utilité de l'état d'urgence au Mali ? Merci Mamadou Touré, merci à nos téléspectateurs et surtout auditeurs. Je rejoins mon grand frère, effectivement. Ça dépend de l'endroit où on se trouve dans le pays. Et je vous donne l'exemple, il y a 2 semaines, sinon un mois, j'étais à Tombouctou. J'ai vu l'utilité de l'état d'urgence puisque si vous partez dans certains endroits de la ville, à partir de la nuit, vous sentez que seules les forces de sécurité ont le droit de circuler. Et ça permet d'abord de gérer la question d'insécurité. Mais quand vous venez à Bamako, on n'a pas l'impression, on ne sent même pas que d'abord qu'une partie du pays est en difficulté. Ça, c'est un. De 2, c'est qui doit porter le message même de l'état d'urgence, commencer par les autorités, les militaires et autres. Ils ne donnent pas l'impression que nous sommes dans une situation d'état d'urgence. Souvent, on a l'impression même que l'état d'urgence, c'est juste une couverture. Ailleurs, on voit dans des pays comme l'Égypte et autres, l'état d'urgence, tout le monde est concerné, les rassemblements sont interdits, et certaines activités, comme des concerts et autres, là, sont empêchées. Mais ici, puisque la situation d'insécurité, c'est d'abord des zones géographiques comme le centre et le nord. Donc à partir de Bamako, on ne sent pas que l'état d'urgence est d'actualité. Pourtant, l'état d'urgence
permet en tout cas de gérer beaucoup de menaces, même si on ne communique pas beaucoup là-dessus. Youssouf Sissoko, est-ce que vous partagez les avis de M. Diallo et Cissé? Pas totalement. Et il faudrait vous me permettre d'abord de remercier en tout cas tous nos auditeurs et nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et contrairement à mes deux prédécesseurs, moi je dis l'état d'urgence est utile. Il est utile parce qu'il faudrait rappeler d'abord que pour la première fois, l'état d'urgence a été décrété après les attentats de l'hôtel Radisson, un 20 novembre 2015. Et de cette période jusqu'à maintenant, et de façon continue en tout cas, il a été renouvelé et prolongé. Je pense que l'état d'urgence, sa signification, c'est quoi? C'est pour permettre, en tout cas aux autorités administratives et judiciaires, je vais dire, et aux forces de défense et de sécurité, d'avoir en tout cas une grande marge en tout cas de mouvement, en tout cas de pouvoir fouiller, de pouvoir voir, de pouvoir en tout cas avoir un espace plus large, leur permettant justement de jouer pleinement leur rôle. Parce que comme vous le savez, le Mali est en guerre depuis 2012. Et de 2012 à maintenant, nous sommes confrontés à une guerre, pas une guerre classique, c'est une guerre asymétrique. Et cette guerre, l'ennemi en tout cas de cette guerre n'est pas visible. Donc il faudrait se prémunir en tout cas d'un certain nombre de principes, d'un certain nombre d'instruments juridiques permettant en tout cas aux autorités de pouvoir en tout cas jouer pleinement leur rôle. Et mais est-ce que le résultat est visible sur le terrain? Oui, les résultats, on peut dire que c'est visible. En réalité, comme vous le savez, peut-être qu'on dira que l'insécurité n'a pas reculé, il y a des attaques partout. Mais en fait, cet état d'urgence permet au moins à nos forces de l'ordre et de sécurité de pouvoir opérer, en tout cas de façon libre, et de pouvoir en tout cas mouvoir dans un espace bien déterminé, sans être soumis à des restrictions. Donc c'est justement ça l'importance en tout cas de l'état d'urgence. C'est-à-dire que ça permet en tout cas aux autorités de pouvoir en tout cas lutter efficacement contre le terrorisme, en tout cas en n'ayant même pas d'obstacle, pouvant freiner en tout cas leur marche, quoi. Voilà. Monsieur Diallo, vous estimez qu'à Bamako, on a l'impression que l'état d'urgence passe inaperçu. Mais est-ce que les populations sont même au courant de cette mesure? Bon, comme on dit dans les principes du droit, nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est communiqué à travers le Conseil des ministres, donc ça doit être, l'information doit être au même niveau, à tous les niveaux aussi, en même temps. Tout le monde doit être au courant de l'événement. Surtout que ce n'est pas, c'est une mesure qui date de longtemps. Chaque année, c'est reconduit. Donc, on aurait dû avoir un comportement spécifiquement, il y a un comportement qui correspond à cette situation de fait. Parce que Youssouf l'a dit, mais c'est juste pour permettre, ça donne aux hommes habillés d'avoir la possibilité d'opérer en toute légalité. Tous les actes qu'ils posent, ils le posent dans le cadre de l'état d'urgence qui est un cadre normatif et légalisé. Donc, mais cela, malheureusement, il faudrait qu'ils soient bien informés. Est-ce qu'il y a la sensibilisation qui accompagne ce processus? La sensibilisation, ça concerne la population, l'adhésion, l'appropriation de la population. Qu'est-ce que la population fait de cet instrument juridique? J'ai dit, c'est pourquoi j'ai précisé, j'ai dit certains centres urbains, notamment Bamako. Sinon, quand tu vas, par exemple, à Nyono, la nuit, à partir de 20h, il n'y a pas de circulation libre. Voilà, donc, j'ai dit, par endroit, c'est strictement respecté. Mais quand on arrive dans la ville comme Bamako, on ne sent pas. Or, ça veut dire que c'est le comportement de la population qui doit donner l'impression de l'état qu'on vit. Or, dans l'état général, on ne le sent pas. C'est vrai que les forces sont mobilisées et elles procèdent, disons, à leur activité normale. Mais la population qui doit observer un type de comportement n'est pas observée. Est-ce que cela n'est pas dû à un manque de sensibilisation, Cissé? Oui, je crois bien, puisque au niveau de la télévision nationale, moi je ne vois pas des spots ou des émissions qui montrent que nous sommes à l'état d'urgence. C'est vrai, mon grand frère l'a dit, nul n'est censé ignorer, je ne sais pas, la loi, mais
dans ce contexte, c'est-à-dire l'état d'urgence, c'est un fait nouveau dans les habitudes maliennes. Il faut expliquer aux gens l'importance de l'état d'urgence, mais si on se limite seulement à faire des communiqués au niveau du Conseil des ministres, je pense que les populations ne peuvent pas sentir, c'est-à-dire l'effet que pourrait avoir l'état d'urgence, en tout cas sur leur quotidien, sur leur sécurité. Oui, je l'ai dit, c'est important de faire cette sensibilisation, mais de ne pas aussi communiquer sur ce que les forces de sécurité font par rapport à l'état d'urgence. C'est vrai, elles font beaucoup de choses tous les jours, qu'on n'est pas obligé de communiquer, on n'est pas obligé de communiquer là-dessus. Mais il est important, à mon humble avis, de faire passer le message au niveau de la télévision nationale, au niveau des partis politiques. Par exemple, s'il y a des meetings, les partis politiques peuvent parler de l'état d'urgence, puisque l'état d'urgence, c'est juste une décision pour montrer quand même qu'on n'est pas dans une situation normale. Mais tout porte à croire, quand on est à Bamako, on a l'impression qu'on est dans une situation normale, puisque l'insécurité se limite, selon les Bamakois, au centre et au nord. D'accord. Et que faut-il faire pour que les Maliens puissent mieux s'approprier cette mesure et qu'elle soit beaucoup plus efficace, M. Sissoko? Oui, ce qu'il faut faire, je suis d'accord avec eux, il faut beaucoup plus de sensibilisation. Il faut communiquer là-dessus, parce que en fait, la communication est l'une des tares, en tout cas, de nos gouvernants. Ils communiquent très peu, alors que tant qu'on ne communique pas, et franchement, certains vont rester non seulement indifférents, soit ils vont méconnaître même la situation. Donc il faut communiquer. En plus de la communication, il faut impliquer tous les acteurs, c'est-à-dire que tous les acteurs politiques. Il ne faudrait pas que le gouvernement fasse de ça, en tout cas, sa chose privée. Non, il faudrait faire en sorte que tous les acteurs sociopolitiques soient impliqués pour que, en tout cas, l'état d'urgence puisse produire, en tout cas, ses effets. Et en plus de ça, il faudrait quand même rappeler, parce que l'état d'urgence, il est souvent mal utilisé, même par le gouvernement. J'en veux pour preuve, en tout cas, sous l'ex-premier ministre Soumeilou Boubé Maïga, il en a fait un instrument politique pour réprimer l'opposition. En fait, c'est ce qui fait souvent que les gens restent, en tout cas, indifférents à cela. Alors qu'en fait, c'est fait pour permettre, en tout cas, aux autorités de pouvoir avoir suffisamment d'espace, de pouvoir avoir un cadre juridique pour pouvoir jouer pleinement leur rôle. Maintenant, quand certains utilisent ça pour d'autres fins, c'est ce qu'il faut justement éviter. Donc il faut communiquer, il faut communiquer encore. D'accord. Et nous allons aborder le deuxième sujet de ce forum de la presse. Un caporal de l'armée malienne a tenté de voler des armes de guerre des forces armées maliennes le samedi 12 octobre dernier, selon un communiqué des FAMA. Que pensez-vous de cette nouvelle, M. Cissé? Bon, de toute façon, moi, ça ne m'étonne pas. Vous n'êtes pas surpris? Non, moi, je ne suis pas surpris. C'est vrai que c'est peut-être sur le seul cas qu'on a voulu communiquer. Mais c'est regrettable quand même. Et si on voit la manière dont les armes circulent, on se rend compte qu'il y a quelque chose de défaillance. Il y a quelque part de défaillance. Donc, peut-être c'est un cas qu'on a voulu mettre en avant. Sinon, ce n'est pas une surprise pour moi. Comment ce genre de situation peuvent-ils se produire ici au Mali? A priori, ça ne doit pas arriver. Parce que les armeries dans les casernes sont des endroits les mieux protégés et bien surveillés. Alors, qu'un caporal tente de faire sortir des armes pour aller les vendre, moi je dirais que c'est un vol organisé, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas arriver, ça ne doit pas arriver et ce n'est pas possible. Il ne peut pas le faire seul. Il y a forcément des complicités parce que les magasins d'armement sont... La clé des magasins d'armement sont gardés par des responsables et surtout des gens dignes de confiance. Bon, qu'un caporal se permette d'ouvrir ces magasins et puis pouvoir faire sortir des armes, non, ce n'est pas possible. Il y a forcément, si c'est arrivé, il y a forcément des complicités. Maintenant, c'est l'enquête, avant de communiquer sur l'élément, on devait d'abord commencer par faire des enquêtes pour pouvoir démanteler les réseaux. Parce en jetant le caporal en pâture comme ça, on va cacher les autres. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de cacher les autres? Parce que ce n'est pas possible. En tout cas, moi, j'ai
J'ai vécu dans un camp pendant des années et je sais que les endroits où on garde les armes sont des endroits où, par moment, on ne peut même pas passer. Quand on n'est pas encore habillé, on ne peut pas passer par ces endroits-là. Et même les gens qui sont les militaires ou les agents de sécurité, police, gendarmerie ou bien autres, qui sont du corps, ils ne sont pas tout le temps autorisés à passer par ces endroits. Alors que, donc, comment un caporal peut se procurer de la clé, ouvrir le magasin? Il n'a pas été appréhendé au moment parce que le premier vol, c'est d'abord comment il a eu la clé. Est-ce qu'il a cassé le cadenas? Est-ce qu'il a ouvert la serrure? Comment il a eu la clé pour pouvoir ouvrir d'abord le magasin, à fortiori faire sortir des armes et tenter de sortir avec. Donc, il y a toute une enquête qui devait être menée avant qu'on communique d'abord sur le nom et l'identité, c'est-à-dire sur l'identité du caporal en question. Moi, je pense qu'il n'est pas seul. Il faut qu'on cherche. Parce que surtout, les histoires des armes, c'est une histoire compliquée en ce moment. On est un pays, le président l'a dit, on est un pays en guerre. Alors comment un élément peut se permettre de faire sortir des armes pour aller vendre? Vendre à qui? Justement, on va y revenir. Voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre à cette enquête que demande M. Diallo? J'ai comme l'impression que les enquêtes sont déjà en cours. Maintenant, pour revenir en arrière, moi aussi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que depuis plus de 2 décennies pratiquement, notre outil de défense est défaillant. Il est défaillant parce que le mode de recrutement et peut-être les pratiques même au sein de cette armée-là laissent à désirer. Donc, un caporal se comporte comme ça. Franchement, je ne suis pas surpris. Et il n'est pas d'ailleurs le seul à commettre ce forfait-là. Et même au commissariat de Mopti aussi, on a dérobé 33 PM AK-47. Et d'ailleurs, le chef de poste ou le commissaire, je ne sais pas, sont recherchés. En fait, il faudrait au niveau de l'armée qu'on revienne en tout cas à certains fondamentaux. Et ces fondamentaux sont quoi? C'est d'abord la rigueur. La rigueur est au niveau du recrutement et au niveau même de la formation. Parce que nos hommes, c'est-à-dire qu'on ne constitue plus depuis plus de 2 décennies, on ne constitue plus une armée combattante, mais c'est une armée de salariés. Les gens viennent au sein de l'armée juste pour échapper au chômage, pour avoir en tout cas un salaire. Ils n'ont ni la conviction, ils n'ont ni la formation, ils ne sont même pas souvent aptes physiquement. Donc franchement, tant qu'en amont, on ne cherche pas à résoudre le problème à ce niveau-là, il faut s'attendre à des cas comme ça. Maintenant, parlant de l'acte proprement dit, moi je pense que franchement, le caporal, il n'est pas seul comme il l'a si bien dit, c'est tout un réseau. Et la crainte est que ces armes qui ont été volées et qui ont été vendues, parce qu'il a déjà fait un premier coup, et il était en train de préparer un second coup, c'est en ce moment qu'il a été appréhendé. Et je crains que ces armes-là ne tombent pas entre les mains de nos ennemis encore. Et ça va continuer quand même, en plus en tout cas des armes que nous abandonnons sur le front. S'il faut en tout cas que ces mêmes armes-là continuent à armer nos ennemis, franchement, ça veut dire que l'insécurité, au lieu de reculer, elle va continuer quand même à être exacerbée. Donc franchement, il faudrait que l'État, très rapidement, mène des enquêtes, que la hiérarchie sévisse contre en tout cas tous ces délinquants-là, parce que c'est des petits délinquants au sein de l'armée, des gens qui ont échoué à l'école, qui n'ont pas là où mettre le pied. On les recrute aussi au sein de l'armée. C'est les enfants des colonels, des commandants, qui ne sont même pas souvent aptes et qui ne sont pas prêts. Et ils vont continuer. Avant d'aller au niveau de l'armée, ils se comportaient comme ça. Et au sein de l'armée, ils ont continué avec les mêmes comportements. Donc très rapidement, que ces gens-là soient dénichés au niveau de l'armée, qu'ils soient mis hors d'état de nuire. Comme vous le pensez, il y a certains observateurs qui estiment que si ces informations se confirmaient, cela veut dire que des hommes en tenue militaire font des trafics d'armes, soit pour alimenter les rébellions ou aider les groupes terroristes. Est-ce que vous pensez que ces situations peuvent se produire? Et je pense qu'à un moment donné, dans le Nord, précisément, à un moment donné, il y avait l'histoire du DDR. Alors chaque combattant est obligé de venir avec soit une arme de guerre, ou une grenade ou autre. Cette période, on a vu aussi que la question, la gestion des armes au niveau de l'armée s'est posée. On a vu effectivement, à chaque attaque,
des forces armées de sécurité, ces armes souvent se retrouvent dans les camps de groupes armés. Et donc moi je pense qu'il y a, au-delà du fait que le caporal, il a fait une première opération, une deuxième, je ne sais pas combien, la question doit être désormais sur la table publique. Le commandement doit se rassurer. Est-ce qu'au sein de l'armée, le cas de ce caporal, à Mopti, le cas du commissariat, mais d'autres, est-ce que c'est en réalité un réseau qui opère aujourd'hui au sein des forces armées de sécurité? Moi, je pense que c'est à travers une enquête sérieuse qu'on peut déterminer si les armes que l'État paye pour les militaires. Justement, peut-on s'attendre à cette enquête sérieuse? Je ne crois pas. Je ne crois pas à ce pays. Il ne faut pas s'attendre à rien. C'est juste, je dis peut-être au départ dans mes propos, je disais peut-être on a voulu juste communiquer sur son cas pour attirer l'attention des gens. Mais est-ce que c'est la première tentative ou bien c'est la première opération? Je ne pense pas que c'est la première opération, puisque aujourd'hui dans les centres du Nord, on peut avoir des armes de l'armée malienne à tout moment. Comment lutter contre le terrorisme si ces terroristes ont des espions, des partenaires au sein des forces armées maliennes, si ça s'avérait être vrai? Difficilement. C'est-à-dire que ça crée les yeux, quoi. C'est-à-dire que le fait dire que l'ennemi a des alliés à l'intérieur de notre système défensif, ça crée les yeux. Regarde, nos militaires, à chaque mouvement, ils trouvent... C'est-à-dire que les embuscades ne sont pas posées pour rien. Ceux qui posent les embuscades sont informés. Qui les informe? C'est ceux qui sont à l'interne. Ceux qui sont à l'intérieur du système, c'est eux qui donnent l'information. Donc, c'est pour dire que cette situation, c'est très compliqué. Bon, il y a des facteurs qui expliquent ça. Il y a des facteurs qui expliquent ça parce que l'intégration de tous azimuts peut être un facteur parce qu'il n'y a pas d'enquête de moralité qui accompagne le processus. Depuis 1994, depuis l'intégration, la première vague d'intégration qui a été suivie par un basculement de beaucoup d'unités, même la rébellion de 2012, il y a des unités ont totalement basculé. Des unités composées à 70% d'éléments intégrés ont basculé avec tous les autres éléments. Ceux qui n'étaient pas d'accord ont été éliminés ou ont été laissés pour compte. Ils sont partis avec les armes et tout le matériel, les laissés. Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail à faire. Mais pour en parler sur ce cas précis, moi, j'ai dit, le caporal est dans un réseau qu'il faut démanteler. Ceux qui ont lâché tout de suite l'identité du caporal veulent cacher quelque chose. Ça, c'est ma conviction. Je peux me tromper, mais je peux... Seraient-ils eux aussi membres du même réseau? Pourquoi dénoncer publiquement l'individu avant qu'on ne fasse toute la situation, toute la lumière sur la chose? Parce qu'il ne peut pas opérer seul, ce n'est pas possible. Bon, puisqu'il n'opère pas seul, alors il faut trouver les autres membres du groupe. Et si en donnant l'identité de celui-là, les gens avec qui il collaborait, mais ils vont se diluer. Ils vont se diluer forcément. Donc, pour ce genre de situation, ça doit appeler à faire appel à toute une intelligence de renseignement pour savoir qui sont-ils, ils sont avec qui. Parce que moi, j'ai eu une information au niveau de Gundam, entre Gundam et Niafungue, il y a un village où on a enlevé des gens là-bas. Celui qui a été enlevé, il a été enlevé pour échanger contre un présumé. Ce présumé-là a été arrêté parce que il y a eu information comme quoi certaines armes dérobées à Mopti lui a été vendues à Tombouctou et qu'il aurait donné cette arme à son fils qui est avec les djihadistes, les présumés djihadistes. Donc vous voyez des situations comme ça. Ça, c'est des trucs très compliqués.
et qui demandent beaucoup d'intelligence dans le renseignement. Parce qu'il faut que... Or, les failles, les vraies failles de notre système aujourd'hui, c'est les renseignements. Justement, M. Sissoko, quelle est l'utilité aujourd'hui du service de renseignement malien? Oui, effectivement, c'est la question que pratiquement tout le monde se pose. Puisqu'il y a des choses qui se passent, on se demande quel rôle le service de renseignement joue véritablement. Mais pour y revenir un peu en arrière, parce que pour mon frère Diallo, il faudrait d'abord mener des enquêtes avant de peut-être faire des communiqués ou bien publier en tout cas l'acte qui a été posé. En fait, pour revenir un peu en arrière, il faudrait quand même savoir que l'intéressé avait réussi à fuir. Il était allé même jusqu'au Burkina. C'est de là maintenant qu'il a été appréhendé. Et quand il a été appréhendé, il a été ramené jusqu'à Sévaré. Donc forcément, les gens vont le savoir. Maintenant, ça n'enlève à rien, en tout cas, la qualité de l'enquête, à mon avis. Et je suis sûr et certain que les hommes, ceux qui sont aujourd'hui en charge, en tout cas, de la sécurité, je veux parler du ministre de la Défense, surtout Daïrou, je pense qu'il ne va pas laisser cette affaire parce que c'est sa crédibilité qui est en jeu. Donc vous êtes moins pessimiste que Cissé? Non, si, je suis. Oui, moi je pense qu'on est sur la bonne voie et je pense que les choses commencent à bouger véritablement. C'est sur beaucoup de plans, sur le plan de la justice, au niveau de l'armée, parce que ceux qui sont aujourd'hui en charge, en tout cas de ces deux pôles-là, sont vraiment des hommes dignes de confiance. Maintenant, pour votre question, c'était... Le service de renseignement. Le service de renseignement. Effectivement, il faudrait à ce niveau-là, beaucoup de choses restent à faire. Il faudrait en tout cas faire en sorte que le service de renseignement puisse véritablement jouer son rôle. Mais moi, je dis, effectivement, nous sommes un pays en construction, une armée en construction, et les forces étrangères qui sont venues nous aider, franchement, je pense que ces forces-là ne jouent pas aussi pleinement leur rôle. Parce que je suppose quand même que du point de vue renseignement, ils sont mieux outillés que nous. Pourquoi ces forces-là ne nous aident vraiment pas à avoir en tout cas certains renseignements qui sont des renseignements capitaux pour permettre à nos forces de défense et de sécurité de pouvoir anticiper souvent certaines attaques. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, vous avez compris, ce dernier temps-là, il y a tellement de manifestations contre les forces étrangères. C'est aussi dû à ça. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que le Mali soit l'un des pays les plus militarisés aujourd'hui et que quelques centaines de djihadistes, en tout cas, nous coupent carrément le sommeil au nez, à la barbe, en tout cas, de ces forces étrangères. Donc franchement, il faudrait que ces forces étrangères aident encore nos forces de défense et de sécurité, tant du point de vue de renseignement, même si elles disent qu'elles ne sont pas là pour en tout cas combattre le terrorisme, elles sont là juste pour assister le Mali, pour aider le Mali, accompagner le Mali dans son combat contre le terrorisme. Mais franchement, il faut qu'elles acceptent en tout cas de jouer ce rôle-là pour que nous Justement, au centre du Mali, la situation est-elle en train de se stabiliser ou de s'aggraver? Bon, on peut dire qu'il y a un léger mieux, je vais dire. Un léger mieux parce que, franchement, après les attaques de Boulkessi et de Mondoro, on a quand même constaté que l'armée, au lieu de rester dans sa situation de défensive à chaque fois, elle est aussi allée à l'offensive. Parce que nous avons appris quand même qu'après les attaques de Boulkessi et de Mondoro, alors l'armée malienne aussi a attaqué en tout cas des positions des djihadistes. Et il y a eu beaucoup de djihadistes qui ont été neutralisés selon leur propre expression. Donc je pense que, et surtout que le fait que le ministre de la Défense, Daïrou, qui a quand même pris les choses en main, parce que j'aurais appris qu'il a même ouvert en tout cas son bureau à Sévaré, en tout cas à la ligne de front comme on le dit. Donc franchement ça c'est des signes qui augurent en tout cas d'un lendemain meilleur, je pense. Est-ce que vous espérez un lendemain meilleur également concernant le centre du Mali? J'espère, mais moi je ne vois pas comme lui, parce que lui il résume les succès militaires à Daïrou. Non, moi je ne vois pas ça. Et je pense que la situation, tantôt elle est difficile sur le terrain, tantôt elle se calme. Les terroristes ont attaqué un camp, ils ont fait des morts, ils ont fait des portées disparues. L'armée était obligée quand même de reprendre ses positions. Et c'est ce qui a été fait. Voilà, c'est ce qui a été fait. Donc, il est trop tôt de penser qu'on est dans une situation normale. Il parle comme Anadif, qui pense que la situation s'améliore. Moi, je ne fais pas de différence entre des morts militaires ou des morts civiles. Dès qu'il y a mort, il n'y a pas de différence. Pour le moment, il est trop tôt
de penser qu'on est dans une situation d'accalmie ou dans une situation où on a gagné. Non. Les terroristes, ils circulent aujourd'hui. On a besoin de couper, d'aller attaquer les terroristes. On n'a pas besoin de rester sur place. L'armée, c'est vrai ce qui s'est passé. On nous a même parlé de l'élimination d'un chef djihadiste, celui qui opère entre le Mali et le Burkina. Alors, l'information, est-ce qu'elle est fondée? Parce que l'autre côté aussi du Burkina, ils disent qu'ils l'ont éliminé. Il est trop tôt, à mon humble avis, de dire qu'on est en train de faire des succès. Moi, je pense qu'il faut continuer. Il faut continuer à pacifier le pays. Tant que les préfets ne peuvent pas être dans le roc, les sous-préfets, les maires et autres, les populations ne sont pas sur place, moi, je ne peux pas me féliciter de dire que oui, il y a eu une avancée. Une avancée, c'est quand moi, je peux quitter Bamako et partir à Koro, partir à Banyangara et revenir comme par le passé. C'est ce jour-là que je peux dire que oui, il y a une amélioration. D'accord. Peut-on dire que la situation s'améliore, M. Diallo, quand des écoles restent fermées, quand les populations n'arrivent toujours pas à circuler librement en toute quiétude? Bon, même hier ou bien avant-hier soir, j'ai vu sur Facebook que les présumés djihadistes sont venus fermer des écoles juste à côté, à Banamba. C'est relatif. Moi, je crois que c'est très relatif. Il faut doser l'information parce que autant on est en train de se battre contre eux, eux aussi ils se battent contre nous. Donc c'est une guerre, une course de fond. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Maintenant, comme le général français l'a dit au micro de nos confrères de l'ORTM, que dans la guerre on prend des coups. Donc on va prendre des coups et on va leur donner des coups. Maintenant, au finish, il faut que nous c'est pour cette raison que c'est vraiment dans le pincement de cœur qu'il faut voir le comportement de la population à Bamako dans cette situation. Le pays vit une réelle crise très profonde. À Banamba, tout près, les gens sont empêchés d'aller à l'école et qu'à Bamako, on donne l'impression que tout va bien. Moi, je pense que c'est une course de fond qui est engagée entre les présumés djihadistes avec des relais. Parce que ces présumés djihadistes ne se sont pas retrouvés comme ça au Mali. Et moi, je suis convaincu, et jusqu'à présent, je l'ai toujours dit, il n'y a pas de djihadistes au Mali, il n'y a pas de terroristes au Mali. Il y a des supplétifs des armées étrangères chez nous. Comme ça s'est passé en Syrie, comme ça s'est passé en Irak, c'est la même chose aussi chez nous. Ici, ils sont là, ces gens-là sont là pour accompagner les armées étrangères, pour accompagner Barkhane, ce que Barkhane ne peut pas faire, et ils vont le faire dans l'ombre. Et pourquoi? Pour nous empêcher de tourner en rond. Le président l'a dit hier à Sochi, le Mali investit 22% de son budget dans la guerre. Pour quel impact? Pour quel impact? C'est pour juste nous empêcher de tourner en rond. Parce que le Malien, par essence, le Malien a un esprit d'entreprise. Et chaque fois qu'on a la liberté, le Mali fait des bons très en avant en matière de réussite économique, de réussite sociale, de réussite politique. On a été premier, en tout cas, ou deuxième dans cette histoire de démocratie. Et voilà qu'au moment où tout le monde espérait sur notre démocratie, c'est le moment qu'on a choisi pour le mettre à genoux. Malgré tous ces investissements qui sont annoncés, avez-vous l'impression que le Mali a trouvé une stratégie qui semble être efficace pour faire face à cette insécurité? Le Mali n'a pas encore trouvé de stratégie parce que la meilleure stratégie, c'est que de façon individuelle, au niveau des citoyens, qu'on soit suffisamment outillé pour pouvoir résister au deal de l'étranger. Parce qu'il pose toujours des pièges devant nos compatriotes. Faites ça, on va vous aider à avoir ça, on va vous aider à avoir ça. Et au finish, c'est tout le monde qui perd. Et aujourd'hui, le recul est pour tout le monde. Quand la rébellion de janvier de 2012 éclatait à Ménaka, le Mali avait engagé l'un des grands chantiers d'Afrique. La réalisation du barrage de Taoussa qui allait mobiliser plus de 150 milliards de francs CFA. Avec beaucoup d'autres, avec beaucoup de projets de développement connexes. C'est ce projet-là qui a été floué à zéro.
Au même moment, il y avait le projet sucré de Marcala qui faisait à peu près 200 milliards partis à l'eau. Tout ça, là, toute cette guerre-là nous est imposée pour nous empêcher d'aller en avant. Et il faudrait qu'au niveau de chaque citoyen, qu'on comprenne que ceux-là qui sont derrière, qui sont dehors, qui nous posent des lapins, qui nous emballent dans des projets idylliques, veulent tout simplement nous empêcher d'avancer. Sinon, que tout le monde s'implique et s'engage. Sinon, l'exemple frappant, mon frère Touré, c'est le Haïti. Haïti a été indépendant depuis 1800, au bout de fusil. Mais le Mali vit mieux que Haïti. C'est la preuve que ceux qui les donnent, qui les vendent des fausses promesses, ils ne veulent jamais que l'homme noir sorte de la pauvreté, sorte de la misère. D'accord. Alors, vol de bétail, on va parler de ça toujours au centre du Mali. Des dizaines de milliers d'animaux ont été emportés par des hommes armés non identifiés pour le seul mois d'août. Et à l'association Djina Dogon qui dénonce ces vols d'animaux et porte plainte contre certaines personnes devant le tribunal de la commune 6 du district de Bamako. Que pensez-vous de ce vol de bétail qui se multiplie au centre? Oui, c'est déjà des pratiques qui étaient là depuis belle lurette. Mais des pratiques qui se sont intensifiées, qui se sont aggravées et avec le conflit intercommunautaire. C'est vraiment déplorable, c'est une réalité. En fait, tout ça là, dénote en tout cas du manque en tout cas de présence même de l'État. C'est-à-dire que si l'État n'est pas présent, forcément des gens vont s'adonner en tout cas à des pratiques comme ça. Et c'est vraiment déplorable. Mais ce que je voudrais justement dire par rapport à ça, c'est vrai, on peut porter plainte, mais le mieux serait en tout cas pour ces communautés qui sont justement en conflit au centre, qu'elles arrivent justement à s'asseoir autour d'une même table, à négocier, à dialoguer et à mettre fin justement à ce conflit-là. Parce qu'on peut se trimballer devant la justice, on peut faire des années en train de juger X ou Y pour tel ou tel fait. Mais tant qu'il n'y a pas en tout cas cette réconciliation des cœurs et des esprits, franchement, ces pratiques-là vont toujours demeurer. Parce que c'est vrai que traditionnellement, il y a des petits vols en tout cas de bétail, mais en grand nombre comme ça c'est aussi dû à l'insécurité. Et cette insécurité, elle date en tout cas de 2012 justement. Et parce qu'elle s'est aggravée en tout cas en 2012 avec surtout l'arrivée des djihadistes. Moi, je pense que la meilleure en tout cas solution pour éviter en tout cas ces vols en tout cas massifs de bétail, c'est de se retrouver, de retrouver autour d'une table et de dialoguer véritablement entre frères. Parce qu'entre Dogo et Peul, franchement, il n'y a jamais eu de barrière, c'est des cousins. Et franchement, subitement, si en tout cas pour un rien, ou en tout cas la zone s'enflamme, franchement, c'est regrettable. Et je pense que la meilleure des solutions passe par, en tout cas, un dialogue entre les deux communautés. La situation risque-t-elle de dégénérer? Si. Avant qu'elle se dégénère, je suis d'accord avec Sissoko. Il faut qu'elles acceptent, les deux communautés, il faut qu'elles acceptent de se parler, de se dire que oui, la situation qui prévaut aujourd'hui sur le terrain, elle doit être gérée de façon locale. D'abord de façon locale. Et je ne comprends pas la démarche de Djina Dogon. Djina Dogon porte plainte contre des gens qui sont ou à Bamako, ou des gens qui sont sur le terrain, ou des gens qui sont dans un réseau de trafic de bétail. C'est toute la question, puisque j'aurais aimé que Tapital Plavo porte plainte, parce que s'il y a quelqu'un qui a des animaux, c'est quand même les Peuls qui ont des animaux, naturellement. Cela ne veut pas dire que... Les Dogons peuvent... Oui, d'accord, mais les premières victimes de vol d'animaux, c'est d'abord les Peuls. Il y a aussi des villages entiers dans la zone de Mondoro qui étaient victimes de vol d'animaux. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais c'est pourquoi c'est aujourd'hui qu'on veut porter plainte. Non, peut-être ils veulent préparer l'opinion à quelque chose. Moi, je pense que la meilleure des solutions, c'est d'accepter les deux associations, Djina Dogon et Tapital Plavo, acceptent de faire cause commune et d'identifier ceux qui sont dans les réseaux de vente ou de trafic d'animaux. C'est la seule solution. Diallo, êtes-vous d'accord avec cette analyse d'Ossissé qui pense que c'est les Peuls qui détiennent les animaux?
Bon, comme on dit dans le sketch, quand tu dis Peul, tu dis B. Ça, c'est la voix de soi. Les Peuls peuvent être des pasteurs pour les communautés de Gaulle, mais les Peuls sont originairement propriétaires des animaux, des bétails. Bon, le problème est très compliqué et très complexe. C'est l'une des causes de la guerre au niveau de la région de Mopti. Moi, je dirais que c'est la principale cause de la guerre au niveau de la région de Mopti. Cette guerre-là, je l'ai toujours dit et je vais toujours continuer à le dire, ce n'est pas une guerre entre communautés, c'est une guerre économique qui nous est imposée, franchement. Parce que, regarde, aujourd'hui en Europe, le problème de lait, c'est un problème très sérieux en Europe. Les producteurs de lait, ils ont tous les problèmes pour faire écouler leur lait en Europe. Parce qu'il y a la surproduction. Et encore, ça vient, les produits de bétail viennent de Brésil, d'Argentine et même des États-Unis, alors qui inondent le marché européen, qui empêchent le marché européen de s'épanouir. Bon, et si nous aussi, on va amener, si on va nous permettre de développer notre élevage, ça va être une surproduction extraordinaire, donc qui va bouleverser complètement le marché. C'est un problème de marché. Donc pour ça, il faut décimer la population bovine au Mali, et surtout dans la région de Mopti, parce que la région de Mopti, c'est la zone d'élevage par excellence. Donc si on arrive à décimer la population bovine dans cette zone, on va encore réussir à appauvrir les Maliens. Moi, j'ai vécu, il y a des projets de la Banque mondiale qui obligeaient les éleveurs à parquer leur bétail. Quand vous demandez à un éleveur malien de parquer 1000 têtes, 500 têtes, et faire l'embauche bovine, mais est-ce qu'il peut le faire? D'accord. Il nous reste 3 minutes, 1 minute pour chaque invité pour pouvoir aborder la question de la grève des banques. Quel impact sur l'économie malienne? Oui, c'est quand même très grave, surtout qu'ils ont choisi le mauvais moment à la fin du mois. Et s'il faut aller en grève, c'est pour en tout cas priver les salariés en tout cas de leur salaire à temps. Mais je pense que chacun a sa raison, parce que les raisons qu'ils ont évoquées sont des raisons quand même très valables. Ils disent que en fait, l'INTEM avait déjà quand même eu un certain nombre de choses, avait eu en tout cas à obtenir du gouvernement la satisfaction d'un certain nombre de revendications. Et qu'au niveau du secteur privé, alors les incidences n'ont pas été vues. Donc ils ont tenté, ils ont, au niveau de leur syndicat, en tout cas, ils se sont battus auprès du patronat pour qu'ils puissent en tout cas obtenir un certain nombre de pourcentages. Et ce qui est resté en tout cas 20. C'est pourquoi ils ont décidé d'aller en grève. Je crois qu'ils ont leurs raisons, mais moi je pense que franchement, le moment a été mal choisi, quoi. D'accord. Pensez-vous, Diallo, que la grève est justifiée? Bon, par principe, moi je suis contre les grèves, par principe, parce que je me dis, dans nos pays pauvres africains, vraiment la grève doit être évitée à tout prix, parce que rien ne peut justifier ce genre de mouvement. Vous savez, perdre une heure, 1 minute, dans un pays pauvre, c'est des milliers de francs. Eux-mêmes, ils ont estimé la perte à 1 milliard. Mais vous reconnaissez que c'est un droit? Bon, un droit, on peut se passer des droits. D'accord. Si les autorités maliennes pouvaient-elles éviter ces différentes mesures, ces grèves qui se multiplient d'ailleurs au Mali? Oui, il y a la volonté. Mais je pense qu'hier à aujourd'hui, c'est les consommateurs, sinon les usagers des banques qui en souffrent le plus. Et comment faire pour prévenir ce genre de situation? Pour négocier, il faut, même si les syndicats ne demandent pas grand-chose, les syndicats demandent tout simplement ses droits. Je pense qu'il faut engager les négociations. Merci Maman Sissé du groupe Renouveau, Youssouf Sissoko de Info7 et Amadou Oumar Diallo, journaliste, qui étaient nos 3 invités pour ce forum de la presse d'aujourd'hui. Et donc à la régie vidéo et à la mise en onde, Mamadou Ouattara et Salim Diouara. Je suis Mouhamadou Touré. À demain pour un prochain numéro de débat de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.